Parfait. Ben, salut Anto. Salut Nico, Bon, ben, très content d'être avec toi ce soir, que tu aies pu répondre à ma sollicitation. avec plaisir. Ouais, donc l'idée c'est donc j'ai un groupe privé sur Facebook qui s'appelle FootUp où je partage pas mal de points, notamment sur tout ce qui est motivationnel, sur l'état d'esprit, sur le mindset, sur tout ce qui tourne autour du foot de haut niveau. Et donc, le dimanche soir, en fait, chaque dimanche soir, j'ouvre ma salle Zoom, soit pour faire du laser coaching, soit pour faire du partage d'expérience avec des anciens joueurs, des anciennes joueuses, des entraîneurs qui ont une certaine expertise du foot de haut niveau et qui vont pouvoir justement partager à toute ma communauté en fait les points clés. Et en fait, c'est le but de ce soir, de cette heure qu'on va passer ensemble. Ok, ok, Voilà. impeccable. Donc peut-être, Anto, tu vas... Bon, moi, je te connais parfaitement Présenté, hein? bien, même Ouais. si je risque sûrement d'apprendre des choses malgré tout ce soir. L'idée, c'est que tu puisses nous partager déjà une première partie qui est ta carrière de joueur, avec Mhm. peut-être quelques moments qui ont été clés pour toi dans ta carrière. Bon, ton parcours, tu ne pourras pas nous expliquer comment ça s'est passé dans tous les clubs, parce que sinon, je crois qu'il faudrait qu'on prenne une journée pour en discuter. Mais justement, déjà, première partie, justement, nous expliquer un petit peu cette carrière de joueur, un petit peu comment tu l'as vécu et par où tu es passé. Bah, la carrière de joueur, en fait, elle débute comme tout le monde, hein, quand on a à l'âge de 5 6 ans, même si on n'est pas encore prédestiné à faire ça. Mais bon, le foot, bah, avant tout, c'est ma passion. Donc, comme toi, comme plein d'autres personnes, je pense, j'ai commencé dès le plus jeune âge. Et j'ai de suite été passionné. Je me suis vite rendu compte que bah, j'avais des aptitudes. Au fur et à mesure, on arrive vers l'âge de 13 14 ans et on commence à être sollicité. Bah, c'était à notre époque, c'était à peu près ça. Aujourd'hui, c'est encore plus tôt. Mais à nos époques, c'était ça. De là, bah, j'ai un parcours traditionnel du joueur qui rentre en centre de formation. Donc, je suis rentré le premier centre que j'ai fait, c'est la JOCR, et puis après, j'ai fait 4 ans à Toulouse avec toi. Derrière, je signe pas pro à Toulouse. Donc, bah, je suis comme la plupart, beaucoup de jeunes, je pense aujourd'hui, bah, pas laissés pour compte, mais en fait, on se retrouve à l'âge de 18 19 ans, bah, en ayant eu l'espoir de signer pro dans le club dans lequel on a été formé et en ne pouvant pas le faire. Donc, bah, je suis parti à Châteauroux dans un groupe de Ligue 2 où j'ai pas signé pro, mais je me suis entraîné avec le groupe pro. Ça s'est pas super bien passé. Et derrière, je pars à Poitiers en National 3. Je reste que 6 mois. Et le premier tournant, entre guillemets, de ma carrière, c'est quand je pars à Alès en National pour compléter le groupe, en fait. Et là, bah, je signe mon premier contrat fédéral. Et en fait, je fais une très belle saison, ce qui me permet l'année d'après de signer à Istres mon premier contrat pro. Voilà. Alors Après, peut-être Anto, juste pour toutes les personnes qui vont suivre ce replay, si tu peux aussi donner peut-être tu vois, à chaque fois par là où tu es passé, peut-être des joueurs clés avec qui tu as, ouais, tu as ouais, joué, qui ont fait des carrières, ou peut-être des coachs ouais, aussi, parce que ouais. tu as quand même côtoyé Bah, du beau monde. oui, au niveau des coachs, bah déjà à Toulouse, je pense qu'on a côtoyé, je pense, ce qui se fait ou ce qui se faisait de mieux en termes de formation avec mon Bert et Michel Troin, par exemple, où c'est deux formateurs où moi réellement avec le recul maintenant, on se rend compte que c'était des top coachs. Donc ça, c'est des Eric Mondbert, c'est Michel Troin. Moi, c'est des entraîneurs qui m'ont marqué dans ma formation. Voilà, important. À Alès, par la suite, après, bon, les coachs qui m'ont marqué, forcément à Alès, René Marsiglia,
Et à l'aise, justement, en plus, je tombe dans une équipe où bah, il y a un jeune de mon âge qui a 2 ans moins que moi, qui est Franck Ribéry aussi. Et bah, cette année-là, pareil, il se révèle un petit peu cette année-là. Et on voyait tout de suite que bah, le joueur, pour moi, avait déjà toutes les qualités pour réussir au haut niveau. On se demande même pourquoi il n'a pas réussi avant. Alors, il y avait des chemins de vie un peu. C'est vrai que il s'était fait virer un peu du centre de formation de Lille. À Boulogne, il y avait eu des problèmes un peu de comportement. Mais en termes de football, c'était déjà énorme. Derrière à Istres, voilà, j'ai découvert le monde professionnel, puisque jusqu'à présent, c'était plus au centre et par le monde semi-professionnel en national. J'ai côtoyé Mecha Bazdarevic, qui m'a plus marqué par ses qualités de joueur, en fait, quand il joue, quand il joue avec nous aux entraînements. Ensuite, j'ai fait le Gazélec d'Ajaccio, le Cherbourg, où j'ai côtoyé Hervé Renard, qui est aujourd'hui coach des féminines de l'équipe de France féminine et qui a fait tous ses exploits en Afrique, où là, on se rend compte tout de suite des qualités de meneur d'homme, il avait déjà ça en lui, qui m'a beaucoup marqué. Derrière, je pars à Laval. Et vraiment, le pic de ma carrière, je pense, c'est à Tours, où à Tours, j'arrive en national, on monte en Ligue 2. Je côtoie en tant que coach Daniel Sanchez et notamment des joueurs comme Laurent Koscielny, Olivier Giroud, qui pareil, pour moi, Laurent qui arrive en national et tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qu'un joueur comme ça fait là? Donc ça démontre bien que bah, c'est pas qu'il y a des failles, mais des fois, dans certains clubs, il y a des joueurs qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de changer d'environnement pour réussir. Et c'est ce qui a été le cas avec Laurent. Olivier, c'est un peu différent parce que il arrive l'année d'après en Ligue 2. Il était plus jeune que Laurent encore. Donc, il avait déjà un peu joué en Ligue 2. Et bah, après, apparemment, à Grenoble, ça se passait pas super bien. Et on voit la carrière que les deux ont après. Et c'est des joueurs qui ont été remis dans le championnat national, parce que l'année d'avant, Olivier était à Istres avant de signer à Tours en national, on l'avait rencontré. Donc c'est des parcours qu'il y a de plus en plus aujourd'hui dans le football. Et derrière, moi après, je pars à Amiens, je pars à Cannes, où j'arrive à Cannes, où on fait un dépôt de bilan. Enfin, on fait une année en national, on loupe la montée en Ligue 2, on fait un dépôt de bilan. Je pars faire 6 mois au Red Star, une pige au Red Star, où je reste que 6 mois et je reviens à Cannes parce que pour des choix un peu personnels plutôt que de carrière. Et en fait, le club dépose le bilan. On tombe jusqu'en DHR et je suis resté avec deux, trois autres joueurs. On est resté pour essayer d'aider le club à remonter et on est remonté en National 3 en 2017-2018, je crois. Et derrière, j'ai arrêté réellement de jouer en 2018-2019, où là, j'ai commencé justement à passer de l'autre côté en tant en tant que coach, parce que j'avais passé mes diplômes un peu pendant ma carrière. On avait passé nos diplômes ensemble d'ailleurs, à Clairefontaine, sur le brevet d'État premier degré. Et j'ai eu au départ l'équipe réserve de Cannes qui était en D1, en départemental 1, où ben, on est monté en régional 2. Et dès le départ aussi, j'ai eu les plus jeunes. Je me suis occupé de la section sportive collège et de la catégorie 13 ans, où c'est la transition foot à 8 ou foot à 11. Et c'est là aujourd'hui où je m'épanouis. L'équipe réserve, j'ai passé la main et je m'occupe plus que des jeunes, notamment des 13 et de la section sportive à Cannes, toujours au club de Cannes. Ok, Voilà un petit bon. peu sur la carrière. Donc, tu as été très, très vite, bien sûr, sur tous ces passages-là. Euh, Bah, n'hésite pas à me En demander. fait, Après, non, je mais savais pas on s'il va, fallait que on je va, on m'étende. va. Non, non, mais c'est bien parce que comme ça donne une vue d'ensemble à tout le monde parce que, bon, tout le monde ne connaît pas forcément ton parcours. Oui, bien sûr. Et c'est important de prendre la mesure un petit peu de l'expérience que tu as pu avoir tout au long de cette carrière. Alors, moi, forcément, il y a quelques points j'ai en tête justement ce dépôt de bilan avec Cannes où, où tu vas faire une pige avec le Red Star. Et moi, je parle régulièrement
de la gestion du stress, de comment bien gérer l'événement avant de jouer un match. Et il me semble que ton premier match avec le Red Star, c'est quelque chose qui est, je pense, Ouais. qui doit être resté, que tu dois toujours avoir en tête. Et justement, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cet événement-là et savoir comment toi tu as pu le gérer à ce moment-là. Bah, en fait, je passe 6 mois à Cannes où je re-signe pas au club. Quand on fait le premier dépôt de bilan, on tombe en CFA, de national en CFA. Et je re-signe pas à Cannes. Et par contre, je continue, ils m'autorisent à continuer à m'entraîner avec eux. Donc, je me maintiens en forme jusqu'au mois d'octobre, je crois, ouais, il me semble, avec eux. Et début octobre, en fait, le coach et le club ne veut plus que je bénéficie des entraînements. Et donc, je pars m'entraîner avec un petit club à côté qui s'appelle Mandelieu. En, ils étaient en régional 1, je crois. Et j'ai des contacts avec différents clubs, dont le Red Star. Donc, je me maintiens en forme, en fait, en maintenant 3 séances d'entraînement par semaine, juste. Alors que, bah, logiquement, c'est un peu plus. On s'entraînait 5 à 6 fois par semaine sur un club de Alors, national. Justement, Anto, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'aller dans les détails. C'est-à-dire que là, bon, tu as un moment de ta carrière où tu as déjà dépassé la trentaine, me semble. Ouais, 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 ouais. J'ai Euh, 30, 31 ans, ouais. 31 ans ouais, quand je suis à ce moment-là. tu te retrouves dans une situation, bon, dans laquelle tu t'étais quasiment jamais retrouvé, c'est-à-dire tu Sans club, débutes ouais. une saison où tu n'as pas de club. Alors justement, de ton expérience, bon, on en avait, je sais, bon, vu on a toujours été en contact, je sais que tu n'étais pas inquiet, mais justement, comment tu vis cette période-là, comment ça se passe? Et justement, derrière, le fait d'aller t'entraîner aussi là, vraiment de revenir dans le monde amateur pour pouvoir Amateur. t'entretenir. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Comment ça se passe? Ce qui se passe déjà au départ, on s'inquiète pas trop en fait, surtout quand sur la période jusqu'à la fin du mois d'août. En fait, quand le club de Cannes m'autorise à reprendre avec eux les entraînements, mais que je vais pas re-signer de contrat là-bas, je m'inquiète pas trop parce que bah, à l'époque j'ai un agent qui travaille pour moi et qui a des contacts. Après, pour pas enfin, t'as été confronté à ça. Quand on arrive, là, j'ai 31 ans quand ça se passe. Et moi, j'ai pas de, en plus, j'ai tout le temps été dans une bataille entre guillemets. J'ai jamais eu de contrat longue durée, donc j'ai toujours eu des contrats de 1 an, allez 2 ans maximum. Je crois que ça m'est arrivé une fois, mais j'ai toujours été en fin de contrat à chaque fin de saison. Donc en fait, je suis pas forcément inquiet. Mais le problème à arriver à ce moment-là, en fait, c'est les contrats, quand tu arrives en fin de carrière, forcément, quand tu dépasses la trentaine, tu as un niveau de contrat, non pas qui est élevé, mais t'as des prétentions salariales qui font que bah, tu veux pas forcément accepter n'importe quoi. Donc, de mémoire, je crois que je refuse une ou deux propositions parce que au niveau contractuel, je m'y retrouve pas et j'ai pas forcément peut-être envie de quitter Cannes pour aller dans cet endroit-là pour ce montant-là au niveau du contrat. Donc, et puis on se dit toujours on va retrouver et tout et le temps passe et en fait on trouve pas. Donc là, en fait, il faut garder la forme, surtout quand Cannes m'interdit de continuer les entraînements. Quand je vais à Mandelieu et que j'arrive au premier entraînement amateur chez une régionale 1, bah ça fait bizarre en fait. Ça fait bizarre parce que c'est le soir. T'es pas habitué à t'entraîner le soir. Tu t'entraînes le matin normalement. T'es avec des mecs qui travaillent toute la journée, alors que toi t'as jamais, enfin t'as toujours fait ton métier, mais entre guillemets c'est ta passion. Tu as des échanges avec ces gens-là et tu te rends un peu plus compte ben, de la vie entre guillemets réelle. On dit souvent que les footeux, on est un peu déconnecté de la vie réelle, mais peu importe le niveau, quand on arrive vraiment dans le milieu enfin à un niveau professionnel où on peut en vivre, bah, c'est le cas en fait. Tant qu'on n'a pas goûté à la vie réelle et à la vie active d'une personne lambda,
oui, on est un peu déconnecté et on se rend compte à ce moment-là, vraiment, quand on y rentre, qu'on a beaucoup de chance. Donc, c'est un peu dur. Il y a la fierté aussi de s'entraîner, bah, forcément avec des joueurs qui sont peut-être qui ont moins de qualité, mais ces joueurs-là, ils vont te permettre à toi justement de garder la forme. On se rend compte que encore plus, bon moi je partage beaucoup ça, mais que le foot c'est avant tout un sport collectif, même si on est beaucoup centré sur nous-mêmes quand on est joueur. J'y reviendrai peut-être après tout à l'heure, mais quand on passe justement entraîneur, c'est encore plus le cas. Et je pense que aujourd'hui, des fois, le foot prend un mauvais chemin par rapport à justement, ça devient très, très individuel, alors que c'est avant tout un sport collectif et on dépend beaucoup des autres. Donc, ouais, je suis dans une phase où c'est pas facile, mais bah, je m'accroche parce que je sais que j'en ai besoin pour performer Et dans le club dans lequel je vais aller. alors, justement, juste pour compléter ce que tu es en train de dire, Anto, donc là, tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine. Donc, comment tu fais Ouais, pour compenser en fait les entraînements? D'habitude, tu as l'habitude de t'entraîner tous les jours. Donc, à ce ben, moment-là, dans ta tête, tu sais que tu n'as pas la compétition, tu as besoin de chercher un club, tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine avec une équipe amateur. Donc, qu'est-ce que tu mets en place justement pour pallier à ça et rester costaud pour te préparer sur le prochain, la prochaine échéance? bah, avec l'expérience que j'avais, bah, je faisais des séances individuelles supplémentaires sans forcément prendre quelqu'un parce que j'ai 31 ans et j'ai déjà, j'ai Tu te déjà, connais bien, tu te connais bien. j'estime avoir certaines compétences. Après, je suis en contact, voilà, avec des gens que je connaissais, que ça soit kiné ou préparateur physique. Donc, mais on fait pas forcément tout bien et c'est plus dur quand on est tout seul en fait. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus dur de se motiver, de se lever le matin et de dire bon bah là, il faut que j'aille faire ma séance physique. Là, donc je fais deux ou trois séances en plus, enfin individuellement, mais c'est pas facile et j'arrive pas à les maintenir régulièrement. C'est-à-dire que voilà. Donc, et j'ai la chance, justement, d'être contacté via mon agent par le Red Star et qui me propose, sans faire d'essai, en fait, qui me propose un contrat de 6 mois. Et donc, j'arrive justement à cette reprise, je crois que c'était le 27 ou le 28 décembre. On reprend avec le Red Star qui est qualifié en Coupe de France en 32e de finale contre l'Olympique de Marseille au Stade de France. Et je sais que ça va être mon premier match avec le Red Star. Après, je le sais avant d'arriver qu'on va jouer contre cette équipe-là. Mais je sais aussi en arrivant que bah, ça va être compliqué. Je me dis dans ma tête, bon, on va faire 10 jours de préparation, ça va m'aider. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, parce que j'arrive là-bas, on fait la reprise. Les 4, 5 premiers jours, ça va, ça se passe bien. On part en stage une semaine avant ce fameux match. Et là, en stage, surtout le début de semaine, on charge physiquement. Et je me souviens notamment de séances sur la plage, de séances de physique sur la plage, où je me retrouve à arriver au début de la semaine du match contre l'OM le week-end, avec les jambes archi courbaturées, vraiment fatigué du stage et tout. Et j'arrive pour ce match, le coach me parle et du coup je sais que je vais démarrer alors que j'ai pas joué depuis plus de 7 8 mois en compétition. Et je crois que c'est le premier match de ma carrière, je crois, où j'ai hésité à aller voir le coach et à lui dire ah, je crois que ça va pas le faire. Je crois que ça va pas le faire. Après, de par l'ego, de par bah, l'envie aussi de débuter ce match. Après, j'étais aussi de l'intérieur, j'étais même gêné par rapport aux autres joueurs qui s'étaient qualifiés pour jouer contre cette équipe de Marseille, parce que pour le Red Star qui était en national, c'était un gros match. J'étais même gêné de prendre la place de quelqu'un en fait, de prendre la place d'un coéquipier qui s'était qualifié pour jouer ce match. Alors forcément, moi j'arrivais avec une expérience une grosse expérience de national.
Le Restart, je crois que ça faisait 2 ans qu'ils étaient montés en national. Donc, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient issus de l'épopée de CFA. Il n'y avait pas forcément beaucoup de joueurs d'expérience. Il y avait Steve Marley devant. Mais voilà, moi, je faisais partie justement des 2, 3 joueurs sur lesquels le coach voulait s'appuyer. Et donc, voilà pourquoi je lui ai pas dit, je lui ai pas dit que j'étais Cramé, quoi. courbaturé. Ouais, j'étais cramé. Alors, Mais bon, justement, bon, Anto, là, maintenant, pour rentrer vraiment dans... Bon, tu ne vas pas voir ton coach parce que ben, tu as quand même cette opportunité-là. C'est quand même un match... ah oui, pour moi, oui. jouer au Stade de France. Bon, l'OM, je crois que c'est un club que tu aimes bien aussi. Ouais, Euh, ouais. mais qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, justement, en préparant ce match avec ton expérience? C'est quoi les objectifs que tu te fixes sur ce match-là? Bah, les objectifs que je me fixe et qu'on se fixe aussi collectivement parce que Alors c'est justement, alors ça c'est un point qui est pour moi fondamental parce que pour les personnes qui nous écoutent, il y a toujours un premier objectif qui est collectif et Mm. puis derrière l'objectif collectif, il y a l'objectif individuel, c'est-à-dire quel est mon objectif, qu'est-ce que je vais amener dans le projet collectif. Donc, si toi, tu peux justement, là, de Ouais, non, par bien ton sûr. expérience et la situation, c'est intéressant que tu puisses revenir très rapidement sur peut-être, si tu te souviens, des quelques principes ou de la stratégie Ouais. qui était mise en place. Et toi, comment, à l'intérieur de cette stratégie, tu t'es fixé des objectifs personnels? Mais en fait, moi, je me souviens parfaitement hein, que au sein du collectif, moi, j'arrivais dans ce collectif, il était tout neuf. Pour moi, c'était de me fondre au mieux dans ce collectif et par rapport à la stratégie qui était adoptée sur ce match, on allait forcément jouer bas. On allait jouer un bloc très bas. Il nous était demandé de sortir vraiment que quand l'OM rentrait dans notre camp. Donc le pressing se déclenchait vraiment quand on passait le milieu de terrain. Donc je savais qu'individuellement, on allait jouer en 4-1-4-1. Donc moi j'allais jouer piston dans les 2-8. Je savais qu'au niveau du pressing, j'allais avoir un premier rôle très très important parce que en général, ça allait être les milieux de terrain, voire les défenseurs centraux peut-être puisqu'on allait les laisser jouer, qui allaient rentrer, qui allaient passer la ligne médiane. Et moi là, bah, j'étais un petit peu le premier rideau. Donc je savais que physiquement, fallait que je sois au point, mais je l'étais pas. Donc pour, enfin, de mémoire, dans ma tête, j'ai essayé de me convaincre que j'allais y arriver, que ça allait être facile, mais enfin pas que ça allait être facile. Dans ma tête, je me disais, mais de toute façon, ça va venir tout seul. L'échauffement, j'étais pas bien. Et je me disais, mais ça va venir tout seul avec l'adrénaline, avec l'euphorie, avec le truc. Et en fait, le match commence et au bout de 5 minutes, je me rends compte que je suis à l'agonie, que je suis cramé, que j'ai les jambes, en fait, elles sont dures. Elles sont dures. Et alors, et beaucoup avec qui j'en ai discuté m'ont dit, ouais, c'est la pression, machin, truc. Je pense pas être émotif à ce point-là. Je pense vraiment que j'avais mal aux jambes depuis plusieurs jours et que, avec le recul, j'ai fait l'erreur de pas aller voir le coach et pour l'équipe en plus et de dire que ça allait être. Peut-être que lui m'aurait dit, bah maintenant, Anto, on a besoin de toi par ton expérience et tout, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis si jamais ça va pas, tu me diras. Mais je pense que j'ai fait l'erreur de pas aller le voir pour lui dire au moins bah, que ça allait être compliqué physiquement. Parce qu'au final, je me suis accroché, on a subi, bon, on en a pris 5. Et je crois qu'on en prend 3 à la mi-temps, on est mené 3-0. Et en fait, on n'a pas existé. Et pourtant, mentalement, dans ma tête, même, j'arrêtais pas de me dire, de me convaincre de manière positive en permanence. Je sais que c'est une arme, hein, ça peut être une arme, mais là, allié avec la défaillance physique qui était la mienne depuis 6 ou 7 mois, manque de rythme, manque de préparation et vraiment fatigue musculaire par rapport à la préparation, j'ai pas réussi avec le mental, malgré tout ce que toutes les ondes positives que j'ai essayé de m'envoyer, même après c'est pas bien, hein, mais moi j'aimais pas Valbuena par exemple.
J'aimais pas Valbuena et je me souviens le soir, quand je m'endormais, je pensais qu'au match et je me disais, mais Valbuena, je vais l'enfoncer, machin, truc, dans les duels et j'arrivais même pas à le toucher. J'arrivais même pas parce que physiquement, j'étais pas au point. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, même de bas niveau, à n'importe quel niveau, en fait, si on n'est pas prêt physiquement, on peut y arriver une fois sur 10, mais 9 fois sur 10, on passe au travers. Je pense que l'aspect physique est très, très important, même si voilà, on peut compenser beaucoup par le mental, mais sur ce jour-là, moi, je sais que j'ai pas existé comme j'aurais voulu sur le terrain, malgré que j'ai tout fait mentalement, pareil, dans la diététique, dans la préparation du match, dans le repos, dans la nutrition. Voilà, je faisais vraiment tout bien. Le club a tout mis en place pour qu'on fasse le mieux possible, mais j'avais trop de retard sur les 6, 7 derniers mois. Alors, Et malheureusement. justement, enfin, toi, aujourd'hui, enfin, avec le recul, tu as fait ton maximum. De ce que j'entends, bon, t'as quand même, je pense que tu as quand même tenu ta place sur le match, tu as fait t'as fait ce que tu pouvais. Maintenant, c'est aussi de comprendre pour les entraîneurs, peut-être qui nous écoutent, puisque je sais qu'il y en a qui me suivent aussi. Je parle souvent, en fait, de fixer des objectifs atteignables. En l'occurrence, quand moi je suis entraîneur, aujourd'hui, je vais recruter un joueur comme toi qui n'a pas joué depuis 7 mois, même si ben, je n'ai pas trop le choix, déjà à minima, peut-être que je viens te... Enfin, il est venu te parler pour te dire que tu allais Ah être oui, oui, titulaire, ouais, ouais. euh, mais je ne sais pas s'il a été aussi loin dans la discussion pour te mettre à l'aise et te dire, ben, Anto, bon, moi je souhaite te faire jouer, comment tu te sens, etc. Et Non, mais je pense que c'est moi le principal responsable, hein. C'est oui, moi qui, à aucun moment donné, je lui ai fait sentir que non, j'allais passer au travail que parce ce que n'était moi, pas possible. j'étais persuadé dans ma tête que physiquement, parce qu'après, physiquement, j'ai toujours eu des aptitudes plus hautes que la moyenne. Donc je me disais, mais non, t'inquiète, ça va aller, machin truc. Et en faisant avec le recul, je pense que j'ai pas été honnête vis-à-vis du coach et vis-à-vis du collectif. Après, je peux me tromper, hein. Moi, je me mets aussi à la place du coach. Le coach, en recrutant un joueur d'expérience, il se dit aussi, ben non, là, je l'ai recruté, il va nous faire du bien, il va parler au milieu, il va savoir placer les joueurs, il va savoir comment replacer les joueurs, quand déclencher le pressing. Enfin, le milieu, c'est un rôle très important. Donc, il attendait. Moi, j'ai essayé de faire ça justement. Peut-être que j'ai apporté en faisant ça. Mais Sûrement, moi, tu as sûrement apporté. ouais, ouais, le ressenti personnel que j'ai sur ce match, après, je suis quelqu'un de très perfectionniste. Voilà, j'ai des regrets parce que pour moi, j'ai pas été à la hauteur. Même s'il y avait de l'écart, hein, national, Ligue 1, forcément de Oui. l'écart. Mais Après, ça, c'est aussi peut-être, ben justement, ça, c'est un de tes traits de caractère qui est très intéressant. Ce côté perfectionniste, Anto, à partir de quel moment tu prends conscience que tu fonctionnes comme ça et que tu te rends compte, justement, puisque là, aujourd'hui, tu en parles ben, facilement, que c'est peut-être quelque chose qui, à un moment donné, un a pu se défaut, retourner contre toi. tout à fait, tout à fait. Ben, je m'en rends compte de plus en plus en étant entraîneur aujourd'hui, en fait. Que d'être perfectionniste et je rencontre des jeunes, des fois je retrouve des jeunes qui ont un peu le même trait de caractère que moi et j'ai Qu'est-ce que j'ai tu j'ai de leur dis l'attention. alors? Qu'est-ce que tu leur dis? Mais je leur dis justement que ça peut être un gros défaut et ça peut justement être négatif dans leur performance par moment de jamais être satisfait en fait de quelque chose qu'on réussit. Parce qu'il y a quelque part, moi, j'ai pas le souvenir. S'il y a un match, en fait, il y a un match dans toute ma carrière où, à la fin du match, je me dis, putain, là, je trouvais pas de défaut sur le match que j'avais fait. Mais c'est arrivé qu'une fois. Et toutes les autres fois, en fait, il y a des fois où, bah, forcément, tu fais des bons matchs. Mais non. J'étais pas content de moi, ou j'avais pas, et je repensais, en fait, qu'aux choses négatives. Alors, des fois,
En fait, il faut trouver le juste milieu. Et moi, je pense que le juste milieu, j'avais du mal à le trouver en tant que joueur. Et justement, les joueurs que je rencontre, les jeunes joueurs que je rencontre qui sont comme ça aujourd'hui, bah, j'essaye de les aider dès l'entraînement, par exemple, sur leur attitude. C'est-à-dire quand ils font quelque chose et qu'ils ratent quelque chose, ils ont une attitude, un body language, comme on dit, où ils baissent les bras, alors que ils étaient dans le vrai, mais on peut pas tout réussir. On peut pas tout réussir. Et si on a fait quelque chose qu'on a, qui était dans les consignes, que le coach avait demandé, mais qu'on l'a raté, ben c'est pas grave. Parce que déjà, on a fait la première démarche de vouloir faire quelque chose pour le collectif. Et moi, je me rends compte aujourd'hui que certainement, je devais avoir beaucoup d'attitudes négatives de par mon exigence, en fait, envers moi-même. Et ça m'a desservi, je pense, même dans ma progression de joueur. Alors, justement, en fait, tu me tends une perche, c'est-à-dire que là, en passant très rapidement sur toute ta carrière, on voit que tu as côtoyé en fait des joueurs à côté de toi qui ont joué au plus haut niveau mondial. Euh, Tu viens de donner, je pense, un élément de réponse parce que tu étais un joueur qui avait quand même des aptitudes au-dessus de la moyenne, que ce soit techniquement ou physiquement. Est-ce que tu dirais que peut-être c'est ce perfectionnisme, cet excès d'exigence envers toi-même qui peut-être à un moment donné t'a ben, t'as fait défaut pour justement accrocher ce wagon et puis avoir une carrière qui aurait pu être différente. Alors, Est-ce que tu il y a penses que une c'est, partie. est-ce que tu penses que Ouais, c'est ouais. peut-être le principal sujet parce que c'est quelque Le chose, principal, parce le on en a principal, souvent parlé. oui. On en a Oui, souvent et parlé. oui. Ouais, ouais, oui, et qui est lié avec, qu'avec aussi le fait que j'étais très alors c'était lié hein, perfectionniste et je savais pas mettre d'eau dans mon vin par exemple sur certaines décisions sur certaines frustrations euh, et j'avais un comportement limite des fois pourtant je je suis des personnes qui voient vraiment ce sport comme un sport collectif mais ça va être paradoxal ce que je vais dire euh, des fois, peut-être, j'étais tellement centré sur ma performance individuelle, mais par le collectif. C'est compliqué ce que je vais dire en fait, parce que moi, j'avais beaucoup besoin du collectif pour réussir, mais je me frustrais tellement par moments de pas réussir à faire ce que j'attendais de moi et ce que j'attendais de l'équipe, parce que j'ai toujours eu un rôle entre guillemets de leader par rapport à mon tempérament, que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, qui m'exprimait beaucoup, et par exemple, quand j'étais pas d'accord avec quelque chose, je me frustrais, et je rentrais pas dans le rang entre guillemets. C'est-à-dire, et ça pouvait souvent arriver avec des coachs, par exemple. Et je sais que ça passait pas parce que j'avais ce côté aussi en tant que joueur, perfectionniste, et des fois peut-être je voulais déjà être coach en fait. Je voulais jouer comme moi, je voyais l'équipe être la plus performante et je me rendais compte que c'était pas en accord des fois avec le coach. Et, euh, et par mon attitude et mon comportement, c'est pas que j'étais quelqu'un qui réagissait mal, mais c'est mon attitude en fait qui était pas bonne. De En par fait, ce perfectionniste et ça, ouais, c'était lié. ouais. C'était peut-être aussi, alors on dit de certains qui sont capables justement de cacher leur jeu. Toi, c'était peut-être, on peut Euh, appeler ça un petit peu trop d'authenticité. ouais, Et vu que tu vivais les choses à 200%, eh bien, tu avais du mal en fait avec les personnes qui en qui allait pas face dans mon sens. ne mettaient Ouais. pas le même investissement que toi. Sauf Aussi, ouais. que, ouais, sauf que ben, aujourd'hui, avec le recul, tu es capable de justement de mieux. C'était une erreur. Alors, c'était une erreur, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour les joueurs qui nous écoutent, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, euh, euh, en fait, il y a toujours un moment aussi où on peut dire les choses. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, tu en as parlé, c'est ton attitude.
C'est-à-dire Ouais. que tu étais un joueur où, en fait, si ça ne te convenait pas sur le terrain, ben, on le voyait tout de suite. On le voyait tout de suite, ouais. Voilà, on le Et voyait ça, tout de c'est pas suite. bon. Et, Ça, c'est pas bon du tout. ouais, ça, c'est pas bon. Et c'est là où, forcément, cette prise de conscience, en fait, de se dire, eh bien, tain, mon attitude, elle va me jouer des tours, je suis un compétiteur, je suis tout ça. Mais attention, parce que peut-être que de l'extérieur, ça peut être mal interprété. Tout à fait. Et ça, ça fait partie ben, d'un travail, bien sûr, perso sur soi, où, Qu'on peut pas avoir tout seul. alors Qu'on c'est peut peut-être difficile. pas avoir tout seul. Ouais, Alors, tout à fait. en fait, c'est pas qu'on ne peut pas l'avoir tout seul, c'est qu'on peut l'avoir tout seul, sauf Non, mais que quand je dis ce ça va qu'on mettre peut plus pas, de temps. On va plus de temps à ouais, s'en s'en rendre rendre compte. compte. Ouais, voilà. On va mettre plus de temps à s'en rendre compte, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que aujourd'hui, pour en venir à moi, au rôle qui est le mien, c'est celui-là. C'est-à-dire Ouais, oui, bien sûr. de vraiment aller chercher le joueur là où ça va bien et là où ça va moins bien, de regarder, d'avoir les images qui vont me permettre et de trouver les situations qui vont me permettre de prendre conscience justement de qu'est-ce que je fais de bien, mais aussi qu'est-ce qui peut se retourner contre moi, et notamment ce détail qui est l'attitude, qui est le comportement. C'est quelque chose qu'on peut changer très rapidement à partir du moment où on en prend conscience. Ouais, tout à fait. C'est ça qui Il est faut en terrible, prendre c'est que, conscience. voilà, c'est ça qui est terrible. Et autant ton fonctionnement de perfectionniste, tu le savais que tu étais comme ça. Par contre, de modifier ton attitude par rapport à ton fonctionnement, ça a été beaucoup plus difficile pour toi. Ouais, tout à fait. Et ça, ben, au fur et à mesure de ta carrière, forcément, tu as mis de l'eau dans ton vin. Et puis, c'est ce qui t'a permis aussi de durer aussi dans le temps. Et puis après, ben, de continuer d'être aujourd'hui toujours en tant qu'éducateur à la SCAN, par exemple. Parce Ouais, on en a déjà discuté. Et puis, à un moment donné, tu n'étais pas toujours d'accord avec les décisions qui étaient prises. Mais tu étais capable aussi de dire, bon, ben, quels sont mes objectifs? À un moment donné, est-ce que ben, c'est le moment d'aller dire ce que je pense ou pas du tout? Et on va dire que cette certaine sagesse qui est arrivée avec l'expérience, si tu l'avais eu un peu plus tôt, peut-être que tu aurais pu te sortir de certaines situations peut-être plus facilement. Mais ouais, tout à fait. ça, en fait, c'est pas, c'est juste pour dire aux personnes qui nous écoutent que oui, votre attitude, c'est quelque chose de très, très important. Le verbal et le non-verbal, c'est quelqu'un qui vient regarder un match. Aujourd'hui, Anthony, il est entraîneur, il est éducateur. Et rien qu'avec votre non-verbal, quand vous êtes sur un terrain, on est capable de voir beaucoup, beaucoup de choses. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Moi, en tant qu'éducateur, chez les jeunes et même après, chez les plus grands, c'est même quelque chose de primordial, notamment nous, quand on fait les détections de jeunes. Moi, je vais avant tout regarder justement l'attitude d'un joueur avant ses qualités footballistiques. Ça passe, je vais être capable de... Parce qu'on est un club qui est dans l'élite départementale à Cannes. Donc voilà, après on a des clubs pro comme Monaco et Nice autour qui sont au-dessus de nous. Et nous, si les enfants partent dans ces clubs-là, on est d'autant plus contents s'ils partent en U16 pour entrer au centre de formation. Mais c'est vrai que voilà, à partir des U13, des U14, on est au plus haut niveau régional et on fait beaucoup de détections. Et moi, je sais que je regarde beaucoup, 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 beaucoup l'attitude d'un joueur parce qu'avant ses qualités footballistiques. Alors, c'est là où c'est terrible, c'est que forcément, on va avoir l'œil sur le point sur lequel ben, peut-être que nous faisait défaut. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ouais, toujours cet effet miroir, en fait. Donc, ouais, bah oui. euh, et je vais rajouter quelque chose, une clé aussi pour les joueurs qui nous écoutent. Souvent, quand on n'aime pas quelque chose chez un joueur ou chez un entraîneur, c'est souvent aussi quelque chose qu'on a, en tout cas, c'est toujours quelque chose qu'on a aussi en nous. Donc, avant de s'occuper des autres, il vaut mieux s'occuper de soi. Ça, c'est hyper important. Et à commencer justement par votre attitude et votre comportement. Et aussi, aujourd'hui, on est attentif à tout. C'est vrai que euh, moi, l'idée de ce groupe, c'est d'amener des clés pour le très haut niveau, pour le haut niveau, pour ceux qui veulent performer.
Et aujourd'hui, votre image, c'est aussi, nous, à notre époque, ce n'était pas encore ça, mais c'est aussi la gestion des réseaux sociaux. Comment vous gérez votre image? Et dès votre plus jeune âge, c'est quelque chose d'hyper important. C'est des points qu'il faut surtout pas négliger. Et n'oubliez pas que, on va dire, c'est l'ensemble de ces détails qui feront qu'un jour, peut-être, vous aurez cette opportunité d'aller au haut niveau. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être, il nous reste un petit quart d'heure, Anto, justement. Peut-être que aujourd'hui, donc, tu as une posture qui est différente. Tu as commencé à nous en parler. En tant qu'entraîneur, c'est quoi alors, aujourd'hui, déjà, tu vas nous parler peut-être un petit peu plus tu es toujours sur les U13, c'est ça? Ouais, ouais, toujours sur les U13. Voilà, toujours sur les U13. Donc, tu les prépares petit à petit pour le foot à 11. C'est quoi un petit peu la, on va dire les différentes règles, les points clés de l'entraîneur Anthony Lopez Peralta. Sur quoi tu insistes? C'est quoi un petit peu ta vision du football? Voilà. Bah, moi, avant tout, sur cette catégorie d'âge, c'est vrai qu'on est sur la transition foot à 8, foot à 11, mais on est avant tout sur des enfants qui ont 12 ans, qui vont sur leurs 13 ans. Après, peu importe, hein, même après, déjà, on est éducateur. Donc, moi, pour moi, un point clé, c'est que on éduque des hommes, des ados, enfin des enfants qui vont Les devenir futurs hommes. adolescents et des futurs hommes. Donc, déjà, avant d'être des entraîneurs de foot, on se doit d'être des éducateurs. Donc, au niveau des règles de vie au sein d'un collectif, bah, le basique, hein, le respect des coéquipiers, le respect de l'adversaire, le respect des arbitres, ça, c'est des basiques qui sont hyper importants, qu'on essaie d'inculquer dès le départ dans le cadre de travail. Le respect d'un staff, parce que quand on parle de staff, nous, on a un groupe, on a trois équipes. On a un groupe on est 37 enfants en U13. Donc, il y a trois équipes, il y a 37 enfants pour trois équipes. Il y a forcément des enfants, des fois, sur la compétition, qui peuvent pas jouer le week-end. Moi, le but, c'est d'être transparent dès le départ de la saison avec tout le monde. Donc, c'est de faire une réunion avec les parents, de définir le cadre de travail avec une programmation, avec des principes de jeu offensifs, défensifs et les règles de vie bien d'établir, sans mentir aux parents. Parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, ce qui me désole un petit peu de plus en plus dans le foot actuel, c'est que même dès le plus jeune âge, il y a beaucoup d'éducateurs qui fonctionnent comme s'ils avaient un groupe de joueurs professionnels. Et ça, c'est un gros danger parce qu'en fait, les enfants se prennent au jeu et les parents encore plus. Donc, Alors, ça, justement, Anto, parce que aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que tu dis, euh, qu'est-ce que tu entends par dire ils se prennent pour des professionnels? bah, euh, ils débarquent en début de saison. Et alors moi, je suis ouvert, c'est-à-dire que dans ma réunion de début de saison, j'évoque mon cadre de travail, comment ça va se passer, les règles et tout. J'ouvre la discussion et je vais y revenir peut-être si on a le temps un peu plus tard. Euh, C'est-à-dire que je suis ouvert. Je ferme pas la discussion avec les parents. Je sais qu'il y a des entraîneurs aujourd'hui enfin, qui ont un peu plus d'expérience qui ferment complètement le dialogue avec les parents. Moi, ça fait 7, 6 ans, c'est la septième saison que je vais faire ça. Je garde encore le lien ouvert parce que on est avec des jeunes enfants et je trouve ça logique. Et il y a des parents qui viennent me voir dès le début de saison et qui sont là à me dire ouais, mon enfant, moi, je vais tout mettre en place pour qu'il devienne joueur professionnel. Faut qu'il fasse ça, ça, ça. Est-ce que vous pensez que il va jouer en équipe 1? Parce que s'il joue pas en équipe 1, il peut aller jouer en équipe 1 ailleurs. Donc là, moi, je les arrête de suite et je leur dis, écoutez, votre enfant, très bien. Déjà, pour moi, vous êtes dans la mauvaise démarche parce que vous mettiez toutes les chances pour votre enfant dans le sport qu'il a envie de faire et aujourd'hui à son âge, c'est très bien.
Mettez toutes les chances que vous pouvez. Soyez là pour l'encourager. Soyez là aux entraînements si vous avez envie d'assister aux entraînements pour voir comment ça se passe avec les autres enfants, avec l'éducateur. Pareil sur les matchs. Mais dès le départ, ce genre de parents, bah, ils sont au grillage et ils commencent à dire à leur enfant, fais ci, fais ça. Sur les matchs, ils commencent pareil à dire tout et n'importe quoi. En fait, ils veulent être coach. Et donc ces parents-là, bah, ça se passe mal après le premier entraînement ou après le premier match. Moi, je vais tout de suite les voir et je leur explique que malheureusement, ils vont pénaliser leur enfant parce que, pour moi, déjà, ils mettent une pression inconsidérée à leur enfant de par leur expression, de par la pression aussi qu'ils peuvent mettre à leur enfant. Parce que leur enfant, alors, ok, tout enfant qui fait du foot ou un sport quel qu'il soit, et encore plus le football avec la médiatisation qu'il a aujourd'hui, il a envie de devenir professionnel. Mais je pense qu'aujourd'hui, à l'âge où moi je les ai, il faut pas leur mettre ça en tête. Il faut leur donner justement l'opportunité de s'entraîner, de commencer à se rendre compte qu'il faut faire des efforts aussi à côté du football, que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans la préparation physique, mentale. Un enfant de 12 ans ou 13 ans, on peut commencer à lui donner quelques clés. Mais lui mettre une pression, à lui dire bon bah là t'es dans telle équipe ou si tu as entendu dire que lui c'était le meilleur entraîneur ou un tel il est moins bon, Alors, faut pas du justement, Anto, toi, ton fonctionnement aujourd'hui, parce qu'il y a des entraîneurs aussi qui nous écoutent, tu es, on va dire, entre guillemets, le référent, hein, de la catégorie. ouais. Euh, Bah moi je fonctionne avec trois équipes, je fais des ouais, groupes de travail au ouais. début de saison, c'est-à-dire que je fais une revue d'effectifs qui sur la préparation qui dure sur les deux trois premières semaines, donc on est à 8 séances, on est à 2 séances voire 3 séances par semaine en préparation sur cette catégorie. Donc je regarde un petit peu toute la catégorie, même si j'ai déjà vu en fin de saison d'avant, parce qu'on fait des bascules sur les fins de saison. Sur le dernier mois et demi, en fait, on prend la génération qu'on aura l'année prochaine. Donc je les connais déjà un petit peu, je m'en rends un peu plus compte. Et là, après, je fais des groupes de niveau. Je fais des groupes de niveau, donc de 12 à 15 joueurs. On est sur du foot à 8 au départ. Pour arriver au mois de janvier, bon, je fais des groupes de niveau, trois groupes de niveau de 12 à 15 joueurs. Et je dis aux enfants, comme aux parents, que ces groupes ne sont pas figés. C'est-à-dire qu'ils peuvent être remis en cause chaque semaine, chaque week-end, et selon la progression des enfants, il y a des enfants qui progressent plus vite que d'autres, ou d'autres qui mettent plus de temps, ou il y a des enfants où à un moment donné aussi peut-être qui vont stagner. Donc il y a des enfants qui sont dans mon groupe, j'aime pas dire groupe 1, groupe 2, groupe 3, donc je nomme les groupes par le nom des éducateurs plutôt que nommer groupe 1, groupe 2, groupe 3, parce que même si ça peut avoir un effet positif, par exemple pour les enfants qui sont en groupe 3, à se dire, bon, bah, faut que j'atteigne le groupe 2 ou faut que j'atteigne le groupe 1, ça a aussi un effet négatif, je trouve, de dire à cet âge-là, ouais, t'es dans le groupe 3. J'entends des enfants des fois dire, ouais, il y en a un de la 2, il est venu, il nous a fait perdre le week-end dernier. Et ça m'horripile en fait quand j'entends ça. Donc je fonctionne plus justement sur le nom des éducateurs. Et le but est d'arriver au mois de janvier, de faire plus que deux groupes de 18-20 joueurs pour les amener l'année prochaine sur les deux groupes d'une vingtaine de joueurs qui y aura en 14 sur l'équipe régionale et sur l'équipe départementale. Donc sur le fonctionnement, moi je travaille comme ça depuis 4-5 ans avec les U13 maintenant, où je fais des groupes de travail et je les réduis au fur et à mesure de la saison pour amener des groupes plus conséquents pour le foot à 11. En termes de temps de jeu et de communication avec eux, comment tu fonctionnes? Alors, pareil, en termes de jeu, en fait, moi, en termes de temps de jeu, je prépare mes équipes avant le match. C'est-à-dire que il y a une compétition, nous en U13, il y a une phase 1, après une phase 2, où il y a pas de champion, enfin, il n'y a pas de classement, c'est-à-dire que les districts et les ligues ne font pas de classement, et je pense que c'est un peu pareil partout, c'est pas autorisé, mais il y a quand même un championnat. C'est-à-dire que il y a une poule élite qui est définie à partir du mois de janvier. Il y a une première phase là jusqu'au mois de décembre où il y a des phases de brassage, ils appellent ça. Et après, les 10 meilleures équipes seront dans le même championnat, après les 10 en dessous, et etc., etc. Mais le classement n'est pas affiché. Et moi, le classement, pareil, je le fais pas. Mais je sais qu'il y a des coachs, ils ont des tableaux Excel avec le classement, le nombre de buts. Enfin, c'est bien, mais
on nous dit qu'il faut pas trop faire de compétition et justement que l'enjeu doit pas obstruer le jeu et les principes qu'on veut mettre en place. Et moi, je suis vraiment là-dedans. C'est-à-dire que moi, je pars à 10 ou 11 joueurs, c'est-à-dire le week-end, on joue en foot à 8, et je découpe mon match en 3 périodes de 20 minutes. Et peu importe ce qui se passe dans le match, euh, hormis problème de comportement ou blessure, tous les enfants jouent 40 minutes minimum. Peu importe qu'il y ait un enfant qui soit un peu moins bien, justement, moi, ce que je leur inculque, c'est que s'il y en a un qui est moins bien, eh ben, tout le reste du collectif doit l'aider et à se remettre dans les bons rails et à finir le match, même s'il était moins bien. Il est hors de question de sortir un joueur parce que, je sais pas, il y a match nul ou on perd et qu'il y a soi-disant un des meilleurs joueurs qui est sur le côté et qui est dans le roulement, il devait sortir et qu'il est sur le côté. Jamais de la vie, je vais le faire rentrer parce qu'on perd ou parce qu'il y a match nul. Moi, tous les enfants, Alors, le même temps de jeu à cet justement, âge-là. puisque alors j'ai mis un pouce parce que voilà, moi c'est des discours forcément que je, que je favorise et je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que tu fais, Anto. Comment tu peux expliquer justement aux éducateurs qui fonctionnent pas comme ça, que tu es en capacité, de quelle manière tu leur transmets cette Bah culture là, de gagner, cette culture de faire les efforts? Parce que pour eux, en dans la... fait, il y a des Ouais, entraîneurs pour qui c'est que le match, que sur le match où on apprend à gagner, et c'est qu'avec les meilleurs joueurs, tu vois. et ben, sur le... Alors, la première des choses, c'est que jusqu'en U13, il n'y a pas de compétition. C'est-à-dire que pour moi, euh, aujourd'hui, il y a les championnats générationnels, c'est-à-dire qu'à partir des 14, la génération, en fait, va suivre Son son niveau? niveau jusqu'en U20. Donc, elle va dépendre du résultat qu'elle fait l'année précédente. Donc, à partir du U14, moi, je commence à leur dire aux enfants que ça sera peut-être différent et que la notion de résultat, elle sera un peu plus importante. Mais pour les entraîneurs, par exemple, après, chacun est libre. Moi, je dis pas que j'ai la science infuse, hein, c'est mon mode de fonctionnement. Et je trouve que je suis cohérent et que je reste droit dans mes bottes, par exemple, quand je veux argumenter que bah, je suis dans le vrai. Et notamment par rapport la première des choses, c'est d'avoir la chance de faire des groupes de niveau réels. C'est-à-dire de ne pas prendre dans des groupes des joueurs avec trop d'écart de niveau. C'est-à-dire que pour moi, et c'est valable dans tous les sports, mettre un joueur par exemple, si on évalue les niveaux de 1 à 5, mettre un joueur de niveau 1 avec un joueur de niveau 4, pour moi, c'est pas bon. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais le joueur de niveau 1, il va s'accrocher, il va peut-être rattraper son retard. Et pareil, ça va faire travailler le niveau 4 en disant qu'il va falloir qu'il aide le niveau 1. Non. Pour moi, le niveau des joueurs est très important. C'est-à-dire être capable de voir vite le niveau des joueurs et d'être capable de les faire jouer ensemble. C'est vraiment important. Donc le but, c'est de se retrouver le week-end avec bah, soit prendre des fois 12 joueurs, parce que tu as 12 joueurs dans ton groupe qui sont du même niveau, et de faire une rotation à 12 joueurs, soit bah, si t'en as pas, si t'en as que 8 ou 9, bah, c'est peut-être mieux de partir à 8 ou 9 et de faire jouer en dessous bah, les autres joueurs qui sont du même niveau. Le niveau des joueurs, pour moi, est très important sur ces Alors, âges-là. je te rejoins complètement et c'est vrai que c'est quelque chose aussi sur lequel j'insiste souvent pour les joueurs qui nous écoutent. C'est important en fait de trouver un projet qui correspond à votre niveau parce que, Mm. comme le disait Anthony avec son exemple sur une échelle de 1 à 5, si aujourd'hui je suis à 2 sur 5 et que dans mon groupe j'ai plutôt des joueurs à 4 sur 5 ou 5 sur 5, en fait la marche elle est trop haute et plutôt que de rattraper le retard, ben, peut-être que ça va dégoûter un gamin parce que Tout à fait. ben, à cet âge-là, c'est peut-être aussi Ils l'aspect sont physique, méchants. ça peut être l'aspect physique, ça peut être, oui, en plus de la méchanceté, etc. Donc, vraiment, il y a cette importance de dire, OK, cette auto-évaluation aussi, hein, mais c'est là où, pour les parents qui nous écoutent aussi, de pouvoir échanger avec l'éducateur, c'est important. Et peut-être aussi de prendre des connaissances externes qui connaissent un petit peu le foot, qui ont un petit peu d'expérience. Et ça, je le dis régulièrement. Qui est-ce que j'écoute?
la personne qui me dit quelque chose, qu'est-ce qu'elle a fait dans le football, en fait? Alors, ça ne veut pas dire qu'elle a été pro pour vous dire quelque chose, mais est-ce qu'elle connaît le foot? Est-ce qu'elle s'est formée? Voilà, est-ce qu'elle a des références là-dedans? Est-ce qu'elle-même, elle a joué à un certain niveau? Donc, ça, c'est hyper important parce que souvent, et bon, on le connaît dans le football, Anto, et même au plus haut niveau, c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, Ouais, tout à souvent, fait. le dernier qui a parlé a raison. Ouais, Et ça, c'est terrible parce que quand on est joueur et qu'on dit, en fait, qu'on nous donne, on nous dit quelque chose et qu'on le prend pour argent comptant, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, tout à fait. derrière, c'est des causes qui sont, c'est des conséquences qui sont énormes. Mm, mm. Alors, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, Anto. Est-ce que peut-être toi, tu as un sujet que tu souhaiterais, qu'on n'a pas abordé ou que tu aimerais aborder maintenant? Non, 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 moi je pense que justement dans ce que tu expliques et ce que tu peux apporter toi justement comme service et par rapport à tout ça chez les jeunes, on est en plein dans ce qui pour moi est primordial, l'accompagnement mental, savoir, comme tu viens de dire, où est-ce qu'on est, avec qui on travaille. Et ça, c'est pas difficile de s'en rendre compte. Il suffit juste de communiquer justement avec la personne et d'avoir un discours pas forcément de de performance en fait individuelle tout de suite, mais de voir le projet déjà collectif de l'entraîneur par rapport à l'éducation et aux sportifs aussi. Mais de voir les compétences, et ça se voit tout de suite en fait quand on discute avec une personne, soit elle est vraiment centrée sur le résultat et entre guillemets sur son plaisir personnel. Ça, pour moi, on s'en rend compte tout de suite. Et il y a beaucoup trop d'éducateurs aujourd'hui qui sont justement, je parle chez les plus jeunes. Trop Alors après, rapidement. Trop ouais, jeune, trop rapidement, fixé sur le ouais, résultat. sur le résultat et ils sont avant tout en fait sur un plaisir personnel. Parce qu'ils veulent se gratifier eux-mêmes que c'est des bons entraîneurs, un bon éducateur, justement, pour moi, il va pas faire, il va obstruer le résultat et il va avant tout regarder le comportement collectif de son équipe et l'individu va progresser à travers le collectif. Et c'est pas le collectif qui progresse grâce à un ou deux joueurs qui sont plus forts que les autres. On en revient et il y a beaucoup malheureusement d'équipes qui fonctionnent comme ça. Il y a des écarts de niveau et pour moi, c'est pas formateur. Alors oui, on va gagner parce qu'il y a ce joueur ou ce joueur qui est plus fort, mais après, en fait, ça se nivelle. Plus le niveau il va monter, notamment dans le foot à 11, ça va se niveler. Et en 14, c'est encore un peu le cas. En 15 aussi, un petit peu. Mais à partir des 16, 17 et 18, c'est fini. Ah, c'est terminé, C'est-à-dire ouais. que le joueur qui était au-dessus en U11, U12, U13, U14, parce qu'il était en avance physiquement ou techniquement, et qu'il a été mis en avant dans des équipes où bah, lui, il jouait tout seul, et à côté de lui, il avait peut-être 7-8 joueurs qui étaient bien en dessous de son niveau, bah, ça n'a servi ni aux autres ni à lui. Ouais, on est d'accord. Bon, mais on a Nino là, qui est un jeune joueur là, sur la banlieue toulousaine qui est avec nous ce soir. Nino, si jamais tu as une question pour Anthony, n'hésite pas. Tu peux ouvrir ton micro et peut-être mettre la vidéo. Ça peut être intéressant. Je crois que d'ailleurs, il joue dans une catégorie U13 aussi, je crois, sur un Sur club Toulouse? toulousain. D'accord. Nino, si tu une question, sois pas timide. Ah, Non, non, j'ai pas de question, mais je joue à U14 et voilà. U14, Il ok. joue en 14. Donc il est dans le foot à 11. Voilà. Et la transition foot à 8, foot à 11, ça va? Ça n'a pas été trop dur? Non, justement, c'était mieux. Ouais, il y a plus d'espace. Ouais. Il y a plus d'espace. Et tu joues quel poste? Milieu central, milieu défensif. Milieu défensif. Ok, ok. Ouais, non, mais il y a plus d'espace. Mais après, pour défendre collectivement, c'est un peu plus compliqué, non? Notamment la gestion de la profondeur et tout. Enfin, toi, ouais, tu joues au milieu, donc à la limite, t'as pas encore. Mais c'est pour les défenseurs où c'est beaucoup plus compliqué. Tu t'en es rendu compte avec tes copains ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ouais.
sur la gestion de la profondeur. Ouais, qu'est-ce que, justement, Nino, parce que ça, c'est une question enfin, qui me semble très importante, c'est euh, le changement le plus important entre le foot à 8 et le foot à 11. Tu dirais que c'est quoi, justement, sur un poste comme le tien? Quels sont les points que tu as sur lesquels tu dois faire beaucoup plus attention entre le foot à 8 et le foot à 11? Euh, Il a posé une colle. je sais pas. Peut-être par rapport, juste, vas-y, Tu à joues bientôt. ouais, tu joues milieu central dans un milieu à deux ou dans un milieu en point de basse avec deux relayeurs au-dessus. Tu joues, t'es plus quel poste? Ben, là, fin début d'année, on joue au milieu défensif et deux offensifs. Mais là, on joue en Ouais, 4-4-2. 4-4-2, donc tu es dans les deux milieux axiaux. Après, par rapport, est-ce que moi je vais te poser une question justement par rapport au foot à 8, notamment sur ce poste à deux numéro 6. Est-ce que dans le foot à 8, par exemple, bah, si tu joues en 2-4-1, dans les deux postes du milieu, je pense que tu te projetais beaucoup vers le but adverse. Là, par exemple, en jouant en 4-4-2 sur du foot à 11, est-ce que bah, quand ton coéquipier va aussi se projeter. Toi, est-ce que tu vas te projeter comme tu pouvais le faire en foot à 8 ou tu fais quelque chose d'autre? Non, je couvre. Du coup, voilà, la notion d'équilibre justement au poste de milieu défensif sur le foot à 11, elle est très très importante. Et pour moi, c'est la grande différence. Et moi, c'est là où justement, bah, comme j'ai joué à ce poste-là, bon, Nico aussi, ce qu'on apprend dans la transition foot à 8, foot à 11, notamment à des joueurs qui jouent à ce poste-là, c'est de savoir lire ce qu'a besoin l'équipe justement en termes d'équilibre. Parce que vous avez beaucoup l'envie de vous projeter pour aller marquer, pour aller apporter le surnom et tout. Mais bah, sur le foot à 11, La gestion si des espaces qui est ouais, différente, forcément. ouais, Et puis aussi, comme l'a dit Anto tout à l'heure, hein, quand tu joues à un poste comme celui-là, qui est un poste central dans l'équipe, tu as un rôle de communication. Et est-ce que ça, tu le sens que ton rôle de communicant sur le terrain, il est plus important, il a plus d'incidence, on va dire, sur le jeu de ton équipe que quand tu jouais dans le foot à 11? foot à 8, ouais. Oui. Ah, foot à 8, pardon. Ouais. Ouais, non, c'est clair. Ouais, non, bien sûr. Bon. Ouais, Ok, c'est bien. Nino, est-ce que justement, par rapport à ce qui vient de cet entretien, est-ce qu'il y a un point que tu as retenu que tu t'es dit, ah ouais, ça quand même, ça me semble important. Ben, tout à peu près. Tout, Ben, tout, tout. tout était très important. Pas vraiment En, ter- tous, en, mais En termes d'attitude, toi, justement, sur quand tu loupes quelque chose ou quand tu as un coéquipier qui loupe quelque chose, enfin, déjà, quand toi, tu loupes quelque chose, en termes d'attitude, est-ce que tu es capable de t'auto-évaluer? C'est-à-dire, est-ce que tu te rends compte des fois, tu peux baisser les bras ou t'énerver quand tu loupes quelque chose ou non, c'est non, humain, hein, non? non, j'essaie de voir ce que j'ai mal fait et comment je pourrais le rectifier. Ouais. Mais je parle dans ton attitude de Quand tu es ton sur le corps, terrain. c'est-à-dire quand tu es sur le terrain, Ah non, 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 je râle pas. non? En fait, Tu Nino, râles pas. c'est un joueur, on a déjà échangé, c'est un joueur qui lâche rien au milieu Ouais. et justement qui est beaucoup dans l'effort, qui fait beaucoup d'efforts, de ce que j'ai compris. Donc après, c'est l'enjeu quand on est généreux Ouais. c'est de Ah, savoir ça, gérer, c'est. gérer ses efforts. Et Oui, bon, quand je ouais. lui dis, T'es forcément, bien placé. T'es j'aurais bien très, placé pour le j'aurais savoir. très, j'aurais très bien pu me parler parce qu'à ton âge, Eh, forcément, je courais un petit peu partout sur le terrain. ouais, Et les entraîneurs me disaient, arrête de la même courir partout histoire. parce que, et c'est aussi la transition du foot à 8 au foot à 11 ou au foot à 8, tu peux couvrir quasiment tout le terrain et au foot à 11, ben, tu te rends compte que c'est plus possible. Donc ça, c'est très, très important aussi d'être bien accompagné dans la gestion des efforts. Et puis, on l'a compris aussi dans l'attitude qu'on va avoir sur le terrain. Bon, et ben voilà, on a passé une bonne heure ensemble. Merci beaucoup, Anto, Bah de rien, c'est un pour, plaisir. pour tous ces partages. Ben, merci, Nino, d'être présent, d'avoir pu aussi poser
d'intervenir sur cette fin d'interview. Et puis voilà, moi, je vais arrêter l'enregistrement.